Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Dwayne Johnson? Dwayne Johnson, c'est l'un des acteurs les plus populaires de ces 20 dernières années, l'une des personnalités les plus influentes au monde, l'un des plus beaux crânes de la planète, il faut bien le dire, et surtout, une véritable machine à sous. À lui tout seul, il génère plusieurs milliards de dollars au box-office. Mais avant d'être la méga star que l'on connaît tous, notre ami Dwayne se fait d'abord connaître en tant que catcheur sous le nom de The Rock. Fils de l'ancien catcheur Rocky Johnson, il suit les pas de son papounet et entame dans les années 90 une carrière à la WWF et accède très vite à une immense notoriété qui ne va pas tarder à lui ouvrir les portes d'Hollywood. Pourtant, de ses débuts au cinéma au début des années 2000 jusqu'à ce que sa carrière n'explose avec Fast and Furious 5 en 2011, les succès se font plutôt rares. Autant que les bons films, j'ai même envie de dire. What is that? What the fuck is that? Mais rassurez-vous, parce que les films dont je vais vous parler aujourd'hui sont vachement plus intéressants. Si, je vous promets. Donc si tout le monde est prêt, commençons par un bref retour dans le temps. Dans les années 30 à Hollywood, 5 studios de production dominent. Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, la Fox, Warner Bros et RKO Pictures. C'est ce qu'on appelait le Big Five. Et dans l'ombre de ce Big Five, un petit studio essaie tant bien que mal de s'imposer dans la cour des grands. En 1930, Universal cherche encore à faire ses preuves. Et pour se démarquer de ses concurrents, le studio a l'idée de s'inspirer de certaines productions européennes et de commencer à faire des films d'un genre encore très peu répandu aux États-Unis, des films d'horreur. Et au vu des succès des premiers films Frankenstein et Dracula, Universal adapte par la suite toute une galerie de personnages. C'est la naissance des Universal Monsters. Et l'un de ces monstres va tout particulièrement nous intéresser, la momie. La momie sort en 1932 et raconte l'histoire du pharaon Imhotep, momifié au temps de l'Égypte antique, puis ressuscité au XXe siècle, qui cherche à ramener à la vie son ancien amour, la princesse Anck-Su-Namun. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, faisons un bond dans le temps 60 ans plus tard, jusqu'aux années 90. Le temps a passé, La momie de 1932 est considérée comme un film culte du cinéma d'horreur, et entre-temps, Universal est devenu l'un des studios majeurs de production de films dans le monde. Mais ça n'empêche qu'au milieu des années 90, le studio traverse une mauvaise période et fait face à d'importantes difficultés financières. Universal, qui avait l'air d'être pas mal en galère d'idées, décide de sortir du placard ces fameux Monsters des années 30 et de relancer une nouvelle franchise. Le studio choisit de faire un remake de La momie de 1932, le film dont on vient de parler, mais avant ça, il va falloir complètement réinventer le personnage. Parce qu'au milieu des années 90, les méchants de films d'horreur à succès sont plus des serial killers psychopathes que des pharaons ressuscités. Universal a alors la maligne idée de s'inspirer de Jurassic Park, l'un des plus gros cartons de 1993 et qui présente à bien des égards des similarités avec La momie. Jurassic Park est un film dont l'intrigue tourne autour d'une créature monstrueuse, ramenée à la vie dans une époque qui n'est pas la sienne. Pourtant, dans Jurassic Park, bien que la place du monstre soit centrale, ce sont les péripéties que vivent les personnages qui vont captiver le spectateur et qui expliquent en partie le succès du film. C'est vraiment un gros tas de merde. Universal décide alors que plutôt qu'un simple film d'horreur, le remake de La momie sera un film d'aventure entre Jurassic Park et Indiana Jones. Universal va confier cet ambitieux projet aux producteurs James Jacks et Shane Daniel, qu'on appellera Jacks & Daniel pour la suite de la vidéo. De 1994 à 1996, les deux producteurs rencontrent de nombreux réalisateurs pour discuter du projet. Mais aucun n'arrivera vraiment à les convaincre, car les scénarios proposés étaient jugés trop sombres, trop dark. Les années passent sans que rien ne se concrétise, jusqu'à ce qu'en 1997, Jacks & Daniel fassent la rencontre de Stephen Sommers. Alors Stephen Sommers, c'est qui ? Stephen Sommers est un jeune réalisateur américain qui vient tout juste de réaliser Les aventures de Huckleberry Finn et Le livre de la jungle. En gros, un mec qui sait faire des films d'aventure grand public. Exactement le genre de profil que recherche Universal. En plus de ça, Sommers est vraiment intéressé par le projet. Donc assez logiquement, ça match entre lui et les studios, qui lui donnent en fin de compte un budget de 80 millions pour écrire et réaliser La momie. Le tournage commence en mai 1998 avec au casting Arnold Vosloo, choisi pour incarner la momie et qui aurait d'ailleurs fait un très bon Voldemort, et Brendan Fraser, choisi pour incarner le héros.
Vous avez peut-être entendu parler de Brendan Fraser en 2022, à la suite du film The Whale, qui a permis à l'acteur de remporter son premier Oscar. Mais il faut savoir qu'au moment de tourner La Momie, Brendan Fraser commençait déjà à se faire un nom dans le milieu et était une vraie star en devenir. Sauf que l'acteur va dans les années qui suivent enchaîner toutes les pires merdes possibles et imaginables. Des soucis de santé en un premier temps, une agression sexuelle en 2003, un divorce avec sa femme en 2008, une dépression par là-dessus, et pour finir, des problèmes d'argent à cause des pensions alimentaires qu'il doit verser à ses 3 enfants. Voilà, une vie pas facile donc, qui nous fait d'autant plus apprécier son retour en grande pompe sur le devant de la scène. Oscar goes to Brendan Fraser. Mais pour le moment, nous sommes en 1999, La Momie de Stephen Sommers vient tout juste de sortir en salle, et c'est une bombe au box-office. L'un des meilleurs scores de l'année, aux côtés de Toy Story 2 et Star Wars La Menace Fantôme. Et j'ai une question pour vous. À votre avis, que se passe-t-il dans la tête d'un studio quand un film rapporte beaucoup d'argent? Eh ben, on fait une suite. Ah oui. C'est ainsi que 2 ans plus tard, le retour de La Momie sort au cinéma. Et en plus de ramener le casting original du premier film, cette suite nous introduit un tout nouveau personnage, le roi Scorpion. Pour son tout premier rôle au cinéma, Dwayne Johnson incarne Matthäus, le roi Scorpion, un chef de guerre sanguinaire, serviteur du dieu Anubis. Et vous l'aurez sûrement remarqué, mais l'animation 3D du personnage dans sa scène d'introduction est... comment dire... Je sais cette merde. Et c'est pas parce que le film a plus de 20 ans que ça excuse quelque chose. Le rendu est juste raté, même pour l'époque. Mais ça participe encore aujourd'hui au côté culte du film sur internet. Quoi qu'il en soit, le retour de La Momie est encore une fois un immense succès, autant que le premier film. Dwayne Johnson fait donc une belle première entrée dans le monde du cinéma, et son personnage devient vite très populaire auprès des fans de la franchise. En plus de ça, comme je vous l'ai dit plus tôt, The Rock est à ce moment-là l'un des athlètes américains les plus suivis et appréciés du pays. C'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé à jouer le roi Scorpion. Les studios savent bien que Dwayne Johnson plaît au public, qu'il a le sens du spectacle, et qu'il est capable de remplir des salles. Du coup, après le succès de La Momie 2, Universal a l'idée de proposer à l'acteur un spin-off centré sur le roi Scorpion. C'est évidemment une super opportunité pour Dwayne Johnson, qui décroche déjà un premier rôle dès son 2e film. Et en plus de ça, c'est un rôle qu'il connaît déjà. Ça, c'est un sacré coup de bol. Le roi Scorpion est un film sorti en 2002 réalisé par Chuck Russell. Je vais être honnête avec vous. J'allais complètement dans l'inconnu avec ce film. Autant j'avais déjà entendu parler des films La Momie avec Brendan Fraser, autant j'ai appris l'existence du roi Scorpion en travaillant sur cette vidéo. Donc j'avoue que j'étais un petit peu méfiant avant de commencer le visionnage, surtout que les commentaires que je trouvais sur internet n'étaient pas là pour me rassurer. Et pourtant, contre toute attente, j'ai passé un bon moment en regardant ce film, si, je vous promets. Alors évidemment, on peut trouver un paquet de reproches à faire au film. Le scénario est facile, un peu bas du front par moments, certains acteurs sont en surjeu permanent, mais dans l'ensemble, ça tient la route. C'est bien rythmé, les costumes et les décors sont cool, les scènes d'action sympas, il y a de chouettes idées de mise en scène, et de toute façon, un film avec The Rock qui porte de longues tresses et qui fait du chameau ne peut pas être mauvais. So you're going to use me first and then kill me. It feels so much better. I could always do it the other way around and kill you first. Non, le seul vrai problème de ce film, c'est qu'il ne respecte pas son rôle de spin-off. Un spin-off, pour rappel, c'est un film qui vient se concentrer sur un événement, un lieu, une période ou un personnage secondaire d'un récit pour permettre d'enrichir la mythologie de cet univers. L'exemple du parfait spin-off, c'est Rogue One, spin-off de l'univers de Star Wars qui lève le voile sur tout un pan de l'histoire en racontant une série d'événements se déroulant juste avant le tout premier film de 1977. La différence entre Rogue One et le Roi Scorpion, c'est que là où Rogue One participe à étendre la mythologie de Star Wars, le Roi Scorpion n'apporte rien à l'univers de la momie. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Quoi qu'il en soit, les résultats du film sont positifs, 200 millions au box-office. C'est moins que pour les films La Momie, mais quand même, ça suffit à persuader Universal de mettre en chantier un Roi Scorpion 2. Et c'est à partir de là que tout a basculé. Le Roi Scorpion 2, guerrier de légende, est un préquel au premier Roi Scorpion. Le film se concentre donc sur des événements ayant eu lieu avant le premier film, à une époque où le Roi Scorpion n'était encore que Matthäus, un valeureux soldat qui ne sera pas joué par Dwayne Johnson puisqu'il a refusé le projet. Et c'est là le vrai drame du Roi Scorpion 2. C'est que sans le retour de The Rock au casting, les studios ont tout de suite drastiquement coupé les budgets. Et ça se sent. Je vais juste vous montrer pour exemple l'affrontement entre Matthäus et le grand méchant de l'histoire, Sargon, qui prend la forme d'un scorpion géant parce que magie noire, blablabla, et parce qu'il faut bien justifier le nom du film. En fait, comme animer un scorpion géant en image de synthèse, ça coûtait trop cher, l'équipe de production a décidé que le scorpion serait
invisible. Donc pendant les 3/4 du combat final, on voit juste Matthäus esquiver des poteries, courir le long des murs pour échapper à un ennemi invisible. Enfin bref, le Roi Scorpion 2 c'est déjà fini. Au revoir, merci et bonne soirée. À partir de maintenant, on assiste à un phénomène surnaturel que je ne saurais pas expliquer. Alors que je suis persuadé qu'aucun humain sur Terre ne réclamait un 3e film, Universal décide non seulement de produire un Roi Scorpion 3, mais aussi un Roi Scorpion 4, puis enfin un Roi Scorpion 5. Et comme je suis un véritable professionnel, je vais vous faire un résumé complet de chacune de ces suites. Vous êtes prêts ? C'est parti. Depuis son accession au pouvoir dans le Roi Scorpion, Matthäus a vu son royaume renversé et sa reine emportée par la maladie. Et pour être honnête avec vous, ces films ne sont même pas mauvais. C'est juste qu'on n'a plus aucune continuité avec le matériel de base, c'est-à-dire l'univers de la momie. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire, ni aucune raison de vous inciter à aller les voir. Si ce n'est que dans l'un d'entre eux, il y a des ninjas, et que dans un autre, il y a Dave Bautista. Et que les ninjas et Dave Bautista, bah c'est cool. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai pu trouver. Bon, bah écoutez, on a fait le tour du Roi Scorpion. Mais du côté de la momie, il y a eu pas mal de mouvements depuis le 2e film en 2001. Vous voulez en savoir plus ? Non ? Tant pis, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Alors c'est parti. Ok, let's go. Pour conclure la trilogie La Momie, Universal veut un dernier film avec Brendan Fraser. Mais cette fois-ci, Sommers a la flemme de revenir pour réaliser un 3e film et se contente simplement de le produire. La Momie 3, la tombe de l'Empereur Dragon, sort en 2008 et est réalisé par Rob Cohen, surtout connu pour le premier Fast and Furious. Le film n'est pas un flop, loin de là, mais Universal sent bien que le public est moins emballé. Si le studio souhaite continuer à exploiter la franchise, il va falloir renouveler la formule. Alors, les grosses têtes d'Universal se réunissent, cogitent et discutent de l'avenir de la momie. Est-ce qu'on fait un 4e film ou pas ? Est-ce qu'on fait une comédie musicale ? Et moi aussi, je t'aime. Bon, non, on fera pas de comédie musicale. Par contre, on peut faire un reboot. Et même, encore mieux, on peut faire en sorte que ce reboot soit le premier film d'un univers partagé. Alors évidemment que Universal s'inspire de ce qui se fait à ce moment-là chez les copains de chez Marvel, DC. Mais bon, que voulez-vous ? À la guerre comme à la guerre. Allez, à la guerre, comme à la guerre, merci mon vieux. On n'a plus besoin de vous. Universal officialise donc en 2014 le reboot de La Momie et annonce que ce film inaugurera un nouvel univers partagé, le Dark Universe. Alors le Dark Universe, c'est quoi ? Vous vous souvenez des Universal Monsters des années 30, tout ça ? Eh ben l'idée était de créer un univers partagé autour de tous ces monstres, le Dark Universe. Et en lançant cet univers avec le reboot de La Momie, Universal veut faire les choses en grand. Gros budget, gros moyens et grosse vedette au casting. Sofia Boutella, Russell Crowe. Et pour jouer le rôle du héros principal, Universal va chercher Tom Cruise. Et c'était, sans aucun doute, la pire fausse bonne idée qu'ils auraient pu avoir. Je m'explique. Si vous avez vu le film, vous vous serez peut-être rendu compte d'une chose. Le film souffre du syndrome Tom Cruise. Le syndrome Tom Cruise est une théorie créée de toutes pièces par moi-même qui explique que lorsque Tom Cruise joue dans un film, il absorbe et redirige toute l'attention sur lui au point que plus rien en dehors de lui-même ne semble avoir d'importance. Personnellement, en regardant La Momie de 2017, je n'ai vu que Tom Cruise. Tom Cruise qui se bat, qui court, qui nage, qui se bat à nouveau, qui court à nouveau. Si bien que La Momie passe complètement au second plan. Et c'est pas que j'aime pas l'acteur, mais c'est qu'en faisant tout graviter autour de lui, La Momie se fait complètement éclipser. Donc non seulement ce n'est pas de elle dont on se souviendra à la fin du film, mais pire encore, à côté de Tom Cruise qui paraît invincible, La Momie n'impressionne et n'effraie personne. Alors que Universal avait pour but de l'introduire comme l'un des méchants principaux de sa future franchise d'horreur. Ce n'est pas le seul problème du film bien sûr, mais c'est pour moi l'une des raisons qui en explique l'échec. Sauf que, et c'est là où ça m'énerve, c'est qu'à cause du flop de La Momie et des mauvais retours du public, Universal décide d'abandonner quelques temps plus tard tout le projet du Dark Universe. Mais moi, le Dark Universe, ça me plaisait bien. Imaginez juste, on aurait pu avoir l'homme invisible joué par Johnny Depp, et surtout Frankenstein joué par Javier Bardem. L'acteur avait déjà signé les contrats, tout ça, tout était prêt. Mais à cause de Tom Cruise, on verra jamais Javier Bardem jouer Frankenstein et ça me casse les... Bon, bah c'est la fin de l'épisode. J'espère vraiment que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me renvoie un signal super positif et ça m'encourage à continuer mes efforts. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.